L'islam trouve de nouvelles racines à Sich. Le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un après-midi tranquille à Cordoue en octobre dernier, le 12 octobre, pour être précis, la Fiesta Nacional d'Espagne, une journée destinée à célébrer l'unité du pays, son héritage catholique, sa place dans le monde occidental. Les rues étaient bordées de drapeaux, l'air était chargé du parfum des marrons grillés et du bourdonnement lointain des défilés militaires. Et puis, presque inaperçu de la presse internationale, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un groupe de dirigeants de la communauté musulmane, aux côtés d'imams locaux et d'une poignée de membres du clergé catholique progressiste, se sont rassemblés à l'ombre de la Mesquita cathédrale, un bâtiment qui, depuis plus de 1000 ans, a été à la fois une mosquée et une église, symbole de l'histoire complexe de l'Espagne. Ils ne sont pas venus protester. Ils ne sont pas venus exiger. Ils sont venus annoncer la création du Consejo Islámico de España, une nouvelle organisation fêtière prétendant représenter la population musulmane d'Espagne non pas en tant qu'immigrants, non pas en tant que main-d'œuvre temporaire, mais en tant que siar. À première vue, cela peut ressembler à une note culturelle mineure, le genre d'histoire qui est enfoui dans les dernières pages d'LP ou rejeté comme une curiosité locale. Mais si vous observez l'Europe d'aussi près que moi depuis 30 ans, vous savez que des moments comme ceux-ci ne sont jamais seulement une question de religion ou d'intégration. Il s'agit de lignes de fracture géopolitique, du genre de celles qui se déplacent sous la surface bien avant que les secousses ne fassent la une des journaux. Et ce qui se passe actuellement en Espagne ne concerne pas seulement l'islam qui trouve de nouvelles racines, il s'agit également d'une reconfiguration lente et délibérée de l'identité de l'Europe, de ses alliances et de sa place dans un monde où les anciennes règles ne s'appliquent plus. J'ai passé ma carrière à étudier comment le soft power remodèle les dures réalités. J'ai vu comment les changements démographiques dans les Balkans dans les années 1990 ont redessiné les frontières avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. J'ai vu la diplomatie religieuse de la Turquie dans le Caucase et dans les Balkans éroder discrètement la cohésion de l'OTAN. Et j'ai prévenu à plusieurs reprises que l'incapacité de l'Europe à définir sa propre civilisation, son refus même d'essayer la rendrait vulnérable à des forces qu'elle ne comprend pas. L'Espagne est le dernier cas d'étude en date, et ce qui s'y déroule est bien plus important que ce que la plupart des gens pensent. Laissez-moi vous dire ce que le récit officiel veut vous faire croire. L'histoire que vous entendrez à Madrid, à Bruxelles et dans la plupart des médias occidentaux raconte que l'Espagne, comme une grande partie de l'Europe, a connu une augmentation régulière mais gérable de sa population musulmane au cours des 2 dernières décennies. Les chiffres sont clairs, environ 2,5 millions de musulmans vivent désormais en Espagne, soit environ 5% de la population, pour la plupart des immigrés marocains ou leurs descendants. Le gouvernement, tant socialiste que conservateur, a présenté cela comme une réussite en matière d'intégration. Le Premier ministre Pedro Sánchez a salué à plusieurs reprises le « modèle de coexistence » espagnol, soulignant les niveaux relativement faibles de radicalisation islamiste du pays par rapport à la France ou à la Belgique. La Commission européenne, désireuse d'éviter un nouveau Charlie Hebdo ou un Bataclan, a cité l'Espagne comme un exemple de la manière de gérer la diversité, sans sombrer dans le genre de conflits culturels qui ont déchiré le tissu social français. Les données semblent soutenir cela. L'Espagne a l'un des taux de terrorisme djihadiste les plus bas d'Europe occidentale. Ces communautés musulmanes sont en moyenne plus jeunes, plus urbaines et plus intégrées économiquement que celles d'Allemagne ou des Pays-Bas. L'État sich est même allé jusqu'à financer l'enseignement religieux islamique dans les écoles publiques, une mesure qui serait impensable en France compte tenu de ses lois strictes sur la laïcité. En 2022, le gouvernement a approuvé un nouvel accord avec la Commission islamique d'Espagne, accordant aux communautés musulmanes une plus grande autonomie dans la gestion de leurs affaires, certification halal, fêtes religieuses, voire construction de nouvelles mosquées. Le message est que l'Espagne gère bien cette situation. C'est un modèle pour le reste de l'Europe. Mais voici le problème avec ce récit. Ce n'est pas exactement faux, c'est juste dangereusement incomplet. Car même si la population musulmane espagnole est peut-être plus intégrée que celle de la France, la nature de cette intégration évolue d'une manière que personne au pouvoir ne semble vouloir reconnaître. Et les implications géopolitiques de ce changement sont ignorées, au péril de l'Europe. Laissez-moi déconstruire cela pour vous, car les données ne soutiennent pas la version officielle pas vraiment. Tout d'abord, les chiffres.
Certes, la population musulmane d'Espagne s'élève à environ 2,5 millions de personnes, mais ce chiffre masque deux tendances critiques. Le premier est la dynamique démographique. Les musulmans en Espagne ont un âge médian de 28 ans, contre 44 ans pour la population générale. Ils ont des taux de natalité plus élevés, 2,1 enfants par femme, contre 1,2 pour les Siars autochtones. Et ils sont concentrés spécifiquement en Catalogne, en Andalousie et Madrid représentent près de 70% de la population musulmane. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, des enclaves de Siches sur la côte nord-africaine, les musulmans représentent déjà plus de 40% de la population. Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont les futures majorités qui attendent. Deuxièmement, la nature de l'identité musulmane en Espagne est en train de changer. Pendant des décennies, la communauté musulmane espagnole a été dominée par des travailleurs migrants marocains, dont beaucoup se considéraient comme des résidents temporaires. Mais cela change. Une étude réalisée en 2023 par le Real Instituto Elcano a révélé que 68% des jeunes musulmans en Espagne s'identifient désormais comme siches d'abord, puis comme musulmans. C'est un changement sismique. Et ce n'est pas seulement une question d'identité, c'est une question de pouvoir institutionnel. Le nouveau Consejo Islámico de España n'est pas simplement un groupe de défense parmi d'autres. Il s'agit d'un défi direct à la vieille garde des organisations islamiques dominées par les Marocains, dont beaucoup ont été accusés d'entretenir des liens avec la monarchie marocaine et ses services de renseignement. Ce à quoi nous assistons, c'est la montée d'un islam siche autochtone, moins lié aux gouvernements étrangers, plus affirmé dans ses revendications et de plus en plus aligné sur les valeurs européennes progressistes sur des questions telles que l'égalité des sexes et les droits LGBTQ+. Maintenant, permettez-moi de dire qu'il ne s'agit pas de l'islam en tant que monolithe. Il y a des salafistes en Espagne, comme dans tous les pays européens. Il y a des imams qui prêchent l'intolérance. Mais la vraie histoire, ce ne sont pas les extrémistes, c'est le courant dominant. Et le courant dominant ne se contente plus d'être une minorité tolérée. Il veut faire partie intégrante de la société siche. C'est ce que représente le Consejo. Et c'est ce qui rend cela si important sur le plan géopolitique. Parce que voilà ce dont personne à Bruxelles ou à Washington ne veut parler. L'Espagne est discrètement courtisée par des puissances qui considèrent sa population musulmane comme un atout stratégique. Commençons par le Maroc. Pendant des décennies, Rabat a traité la communauté musulmane espagnole comme une extension de sa propre influence. La monarchie marocaine finance des mosquées, forme des imams et fournit même des services sociaux aux migrants marocains en Espagne. Ce n'est pas de la charité, c'est une projection de soft power. Le Maroc considère les musulmans espagnols comme un levier pour influencer la politique de Siche, en particulier sur des questions comme le Sahara occidental, où la position de l'Espagne a été historiquement plus favorable au Maroc qu'à l'Algérie. Mais aujourd'hui, avec la montée d'un islam siche plus indépendant, Rabat perd son emprise. Et il n'en est pas content. Et puis il y a la Turquie. Ankara étend de manière agressive son influence religieuse en Europe depuis des années, en utilisant le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, pour financer des mosquées et des écoles islamiques. En Espagne, le gouvernement turc a été particulièrement actif en Catalogne, où il a cultivé des liens avec les dirigeants musulmans locaux. Le but ? Positionner la Turquie comme le partenaire islamique préféré des musulmans d'Europe, en s'opposant à la fois au wahhabisme saoudien et à l'influence marocaine. Et ça marche. Un rapport de 2022 du Conseil européen des relations étrangères a révélé que les mosquées soutenues par la Turquie en Espagne sont parmi les plus populaires, en particulier parmi les jeunes musulmans qui voient la Turquie comme un État islamique moderne et démocratique. Et puis il y a le Qatar sauvage. Doha investit depuis des années de l'argent dans les communautés musulmanes d'Espagne, finançant tout, depuis la certification des aliments halal jusqu'aux bourses d'études islamiques. Mais son véritable intérêt réside dans les médias. Le service en langue siche d'Al Jazeera est devenu un acteur majeur au sein de la communauté musulmane espagnole, façonnant les récits autour de l'islam, de l'intégration et même de la politique siche. Et voici que le Qatar ne finance pas seulement des mosquées. Cela finance des mouvements politiques. En 2021, des documents divulgués ont révélé que de l'argent qatari avait été versé à des ONG siches et à des groupes de réflexion militants pour une plus grande représentation politique musulmane.
Il ne s'agit pas seulement de diplomatie culturelle, il s'agit d'opérations d'influence. Maintenant, laissez-moi relier les points pour vous. La population musulmane d'Espagne augmente. Cela devient de plus en plus affirmé. Et elle est courtisée par de multiples puissances extérieures, chacune ayant son propre agenda. Le Maroc veut garder le contrôle. La Turquie veut supplanter le Maroc. Le Qatar veut façonner le récit. Et aucun d'entre eux ne le fait par altruisme. Ils le font parce qu'ils considèrent les musulmans d'Espagne comme un outil géopolitique, un moyen d'influencer la politique de Sich, d'affaiblir l'unité européenne et de se positionner comme la voie islamique dominante en Europe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le gouvernement espagnol le sait. Et ça l'encourage. Permettez-moi d'analyser le contexte géopolitique, car c'est là que l'histoire se complique encore plus. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances, mais pas comme celle que nous avons connue pendant la guerre froide. À l'époque, les lignes de bataille étaient l'OTAN contre le pacte de Varsovie, le capitalisme contre le communisme, la démocratie contre l'autoritarisme. Aujourd'hui, la concurrence est asymétrique. Il ne s'agit pas d'armées et de chars, mais de récits, d'institutions et de démographie. Et dans ce nouveau jeu, l'Espagne est un champ de bataille. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, l'approche de Washington à l'égard des communautés musulmanes d'Europe a été l'endiguement. Les États-Unis ont soutenu la laïcité en France, l'intégration en Allemagne et les programmes de lutte contre la radicalisation à travers le continent. Le but ? Empêcher l'extrémisme islamiste de déstabiliser le flanc sud de l'OTAN. Mais en Espagne, les États-Unis ont adopté une approche différente. Pourquoi ? Parce que l'Espagne est différente. C'est le seul grand pays européen doté d'une identité musulmane historique. C'est le seul pays où l'islam était autrefois la religion dominante. Et cette histoire confère à l'Espagne un rôle unique dans la stratégie plus large des États-Unis pour la Méditerranée. Voici ce qui se passe réellement. Les États-Unis considèrent la population musulmane espagnole comme un pont potentiel vers le monde islamique. Pas seulement au Maroc ou en Turquie, mais à l'ensemble du monde à majorité arabe et musulmane. En 2020, l'administration Trump a discrètement approuvé un plan visant à développer les échanges culturels et éducatifs entre l'Espagne et les États du Golfe, avec un accent particulier sur les communautés musulmanes d'Espagne. L'administration Biden a poursuivi cette politique, quoique avec moins de fanfare. Le but ? Positionner l'Espagne comme une voie islamique modérée en Europe, capable de contrer à la fois le radicalisme de groupes comme les Frères musulmans et l'autoritarisme de régimes comme l'Arabie saoudite. Mais voici que les États-Unis ne sont pas la seule puissance à jouer à ce jeu. La Russie s'intéresse de plus en plus aux communautés musulmanes d'Espagne. Moscou considère depuis longtemps les populations musulmanes d'Europe comme une potentielle cinquième colonne, une manière de semer la division et d'affaiblir l'OTAN de l'intérieur. En 2016, les agences de renseignement russes ont été associées à des efforts visant à radicaliser les communautés musulmanes en France et en Belgique. En Espagne, l'approche a été plus subtile. Les médias d'État russes, en particulier RT et Sputnik, courtisent de manière agressive le public musulman espagnol, présentant la Russie comme un défenseur de l'islam traditionnel contre la laïcité occidentale. Et ça marche. Un sondage de 2023 a révélé que 22% des musulmans sikhs ont une opinion favorable de la Russie, contre seulement 12% de la population générale. Ensuite, il y a la Chine. Pékin étend depuis des années son influence en Espagne, notamment dans le domaine économique. Mais ces dernières années, elle a également cultivé des liens avec les communautés musulmanes d'Espagne. Le gouvernement chinois a financé des instituts Confucius dans les universités sikhs comptant une importante population étudiante musulmane. Il soutient également discrètement les ONG islamiques en Espagne, en particulier celles axées sur le dialogue interreligieux. Le but ? Positionner la Chine comme un arbitre neutre dans le monde musulman, capable de contrer à la fois l'influence américaine et russe. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que les musulmans espagnols sont manipulés par des puissances étrangères. C'est un récit simpliste et dangereux. Mais ce que je dis, c'est que les communautés musulmanes d'Espagne sont courtisées par de multiples acteurs extérieurs, chacun ayant son propre agenda. Et le gouvernement sikh, plutôt que de réagir, facilite cette concurrence.
Pourquoi? Parce que l'Espagne y voit une opportunité. Pendant des décennies, l'Espagne a eu du mal à définir sa place en Europe. Ce n'est pas une puissance centrale de l'UE comme l'Allemagne ou la France. Ce n'est pas un pays neutre comme la Suisse ou la Suède. It's a Southern European country with deep historical ties to North Africa and Latin America, ties that Brussels has often viewed with suspicion. But now, with Europe's energy crisis and the war in Ukraine forcing a reckoning with the continent's dependence on Russian gas, Spain sees a chance to reposition itself a bridge between Europe and the global south. Et c'est là que la population musulmane espagnole entre en jeu. Si l'Espagne peut se présenter comme une voie islamique modérée en Europe, elle gagnera en influence. Elle peut négocier de meilleurs accords commerciaux avec les États du Golfe. Elle peut se positionner comme médiateur dans des conflits comme celui du Sahara occidental. Cela peut même remettre en cause la domination française en Afrique du Nord. Et tout cela est rendu possible par l'influence croissante des communautés musulmanes d'Espagne. Mais voici la stratégie à haut risque. Car si l'Espagne considère sa population musulmane comme un atout, d'autres pays européens la voient comme une menace. La France, en particulier, observe l'expérience espagnole avec une inquiétude croissante. Paris a longtemps considéré l'islam comme un risque sécuritaire et non comme une opportunité culturelle. And it sees Spain's willingness to accommodate Muslim demand from halal food in schools to state-funded Islamic education à dangereux précédent. En 2022, le président français Emmanuel Macron aurait averti Sanchez que la politique espagnole pourrait déstabiliser l'approche européenne de l'islam. Le message était « Ne faites pas bouger le bateau ». Et c'est là la véritable tension géopolitique ici. L'Espagne tente de se forger un nouveau rôle en Europe, un rôle qui considère son identité musulmane comme une source de force et non de faiblesse. Mais ce faisant, il remet en cause des décennies d'orthodoxie européenne en matière d'intégration, de laïcité et d'identité nationale. Et cela rend ses voisins très nerveux. Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques, car il ne s'agit pas seulement de culture ou de politique, mais aussi de pouvoir. La population musulmane d'Espagne n'est pas uniquement concentrée dans des villes comme Barcelone et Madrid. Elle est également concentrée dans des endroits stratégiques, des lieux importants pour l'OTAN, pour les États-Unis et pour l'architecture de sécurité européenne. Prenez Ceuta et Melilla, les deux enclaves siches situées sur la côte nord-africaine. Ces villes sont de facto à majorité musulmane, avec des populations marocaines qui y vivent depuis des générations. Ce sont également des zones militarisées, abritant des bases militaires de siches et des postes d'écoute de l'OTAN. And their disputed territory Morocco has long claimed them as its own, and the issue has been a major source of tension between Madrid and Rabat. Imaginez maintenant ce qui se passerait si la population musulmane espagnole de ces enclaves devenait plus affirmée politiquement. Imaginez s'ils commencent à exiger une plus grande autonomie, voire même une plus grande indépendance. Le Maroc adorerait ça. It would give Rabat a prétexte to escalate its claims, to stir up nationaliste sentiment, and to pressure Spain to concession Western Sahara. Et c'est un cauchemar pour l'OTAN, car cela signifierait une confrontation directe entre un membre de l'OTAN et un acteur clé des États-Unis. Allié en Afrique du Nord. Ensuite, il y a la dimension militaire. Les forces armées espagnoles ont discrètement recruté davantage de musulmans ces dernières années, en particulier dans la Légion, l'unité d'élite qui a combattu en Afghanistan, en Irak et au Sahel. Le but ? Créer une armée plus diversifiée, capable de mieux comprendre et opérer dans les régions à majorité musulmane. Mais cela comporte des risques. En 2021, un soldat musulman siche a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir des liens avec des groupes djihadistes. L'incident a été rapidement minimisé, mais il a soulevé de sérieuses questions sur la loyauté et la sécurité. Et n'oublions pas le Sahel. L'Espagne a joué un rôle clé dans les efforts européens visant à stabiliser la région, notamment au Mali et au Niger. Mais à mesure que les insurrections islamistes se multiplient, les risques de retour de flammes s'accroissent également. Les services de renseignement siches ont averti que les groupes djihadistes recrutent activement parmi les communautés musulmanes d'Espagne, en particulier parmi les jeunes mécontents. Et si ces recrues reviennent radicalisées en Espagne, les conséquences pourraient être dévastatrices. Maintenant,
Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que la population musulmane d'Espagne constitue une menace pour la sécurité. C'est un récit dangereux et simpliste. Mais ce que je dis, c'est que l'approche espagnole de l'intégration, sa volonté de répondre aux demandes musulmanes, son refus d'adopter la laïcité de la France comporte des risques stratégiques. Et ces risques sont ignorés par les décideurs politiques qui se concentrent davantage sur les gains politiques à court terme que sur la stabilité à long terme. Passons à la dimension politique intérieure, car cette histoire ne peut être comprise sans elle. L'approche de l'Espagne à l'égard de sa population musulmane n'est pas seulement une question de géopolitique, c'est aussi une question de politique. Et les deux sont profondément liés. Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez a été le plus agressif en matière d'adhésion aux communautés musulmanes d'Espagne. Pourquoi ? Parce que Sánchez les considère comme un bloc électoral. La population musulmane d'Espagne est jeune, urbaine et de plus en plus engagée politiquement. Et dans un pays où les élections sont souvent décidées par des marges étroites, chaque vote compte. En 2023, le gouvernement de Sánchez a adopté une nouvelle loi accordant davantage de droits aux communautés musulmanes, notamment le droit de porter le hijab dans les institutions publiques. Cette décision a été largement considérée comme une tentative de mobiliser les électeurs musulmans avant les élections générales. Mais voici le point. Ce n'est pas seulement une question de vote. C'est aussi une question d'idéologie. Le gouvernement de Sánchez fait partie d'un mouvement progressiste plus large en Europe qui considère le multiculturalisme comme un impératif moral. Pour Sánchez, adopter l'identité musulmane de l'Espagne n'est pas seulement une bonne politique, c'est une bonne politique. C'est une manière de positionner l'Espagne comme un pays tolérant et inclusif, qui peut servir de modèle au reste de l'Europe. Mais tout le monde en Espagne n'est pas d'accord. Le Partido Popular conservateur a été très critique à l'égard de l'approche de Sánchez, avertissant qu'elle pourrait conduire à *G. Voici la vérité qui dérange, ce que le Partido Popular et ses alliés dans les médias appellent la ghettoisation est déjà en train de se produire, que Madrid veuille l'admettre ou non. Prenez le quartier de Lavapiés au cœur de la capitale. En 2019, un rapport de la mairie de Madrid a révélé que plus de 40% de ses résidents étaient nés à l'étranger, les Marocains constituant le groupe le plus important. La même année, l'Institut national des statistiques SICH révélait que dans certains quartiers de Barcelone, comme Ciutat Vella, la population musulmane avait augmenté de près de 30% en une décennie. Ce ne sont pas des poches isolées, ce sont des microcosmes d'un changement démographique plus large, qui remodèle le tissu social des grandes villes espagnoles. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'intégration culturelle, mais aussi de pouvoir. Et le pouvoir, en géopolitique, n'est jamais neutre. Lorsque le gouvernement de Sánchez a adopté la loi de 2023 supprimant les libertés religieuses des musulmans, ce n'était pas seulement un geste symbolique. C'était un calcul stratégique. En reconnaissant les conseils islamiques comme interlocuteurs légitimes, Madrid a effectivement sous-traité une partie de sa gouvernance sociale aux chefs religieux. Cela peut paraître progressiste, mais en pratique, cela signifie que dans des quartiers comme El Raval ou Usra, l'imam a souvent plus d'influence que le maire local. Et c'est là que réside le vrai risque. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. L'Europe a passé les 2 dernières décennies aux prises avec les conséquences de ses politiques d'intégration ratées, depuis les émeutes de Paris en 2005 jusqu'à la crise des migrants de 2015. Mais l'Espagne s'est toujours considérée comme différente. Il se targue de sa convivencia à la coexistence mythique des chrétiens, des musulmans et des juifs au cours de la période médiévale. Le problème est que ce mythe n'est qu'un mythe. L'ère al-Andalus a été marquée par des cycles de conquête, de répression et de conversion forcée. Et pourtant, l'Espagne moderne s'accroche à cette vision romancée, comme si l'histoire pouvait être réécrite par les seules bonnes intentions. Cela m'amène à la dimension militaire, car si nous sommes honnêtes, personne à Bruxelles ou à Washington n'en parle assez. La population musulmane croissante en Espagne n'est pas seulement un problème intérieur, c'est un problème pour l'OTAN. Le pays abrite 2 des bases militaires les plus critiques de l'Alliance, la base navale de Rota, qui abrite 4 destroyers américains Aegis, et la base aérienne de Morón, une base navale clé pour les opérations en Afrique du Nord. Tous 2 sont situés en Andalousie, une région où la population musulmane a augmenté de 50% depuis 2010.
Je ne dis pas que les musulmans espagnols constituent une cinquième colonne. C'est le genre de pensée réductrice qui nous a valu la guerre contre le terrorisme. Mais je dis que lorsqu'il y a une présence militaire étrangère dans une région dont la démographie évolue, vous créez des vulnérabilités. Considérez qu'en 2021, les services de renseignement de Sich ont découvert un complot d'une cellule dirigée par les Marocains visant à infiltrer la base de Rota. Les agents n'étaient pas des djihadistes, c'étaient des ouvriers logistiques de bas niveau, le genre de personnes qui transportent des fournitures et nettoient les casernes. Mais leur objectif n'était pas de lancer une attaque. C'était pour recueillir des renseignements. Et ils n'agissaient pas seuls. Selon un rapport divulgué par le Centre national de renseignement espagnol, la cellule aurait des liens avec la DGST marocaine, le puissant service de renseignement du royaume. Or, pourquoi Rabat s'intéresserait-il à Rota? Parce que la base n'est pas seulement un atout de l'OTAN, c'est un point d'étranglement stratégique pour le détroit de Gibraltar, la porte d'entrée entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et le Maroc, qui est enfermé dans un conflit de faible intensité avec l'Espagne à propos de Ceuta et Melilla, a tout intérêt à garder un œil sur ce sujet. Voici la partie qui m'empêche de dormir la nuit. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle s'affirme politiquement davantage. En 2022, la première candidate musulmane d'un grand parti, Fatima Ahmed Hossein, a été élue au Parlement Sich. Un an plus tard, le gouvernement nommait son premier ambassadeur musulman dans un pays arabe. Il s'agit là d'évolutions positives, mais elles reflètent également une normalisation plus large de l'islam en tant que force politique en Espagne. Et c'est là que les lignes de fracture géopolitique commencent à émerger. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, les deux enclaves de Sich situées sur la côte nord-africaine. Pendant des décennies, le Maroc les a revendiquées et Rabat a utilisé la migration comme une arme pour faire pression sur Madrid. En 2021, plus de 10 000 migrants ont pris d'assaut la frontière de Ceuta en une seule journée, submergeant les forces de sécurité de Sich. L'opération a été orchestrée par le Maroc et elle a fonctionné. L'Espagne cligna des yeux. Il a accepté de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision qui a rendu furieux l'Algérie, l'autre partenaire clé de l'Espagne en Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'Algérie a riposté en coupant l'approvisionnement en gaz de l'Espagne, laissant Madrid se démener pour trouver des sources d'énergie alternatives. C'est la nouvelle réalité de l'Espagne méditerranéenne, prise entre deux puissances régionales, qui voit toutes deux sa population musulmane comme un levier d'influence. Le Maroc veut utiliser la diaspora marocaine espagnole pour faire avancer ses revendications territoriales. L'Algérie, quant à elle, courtise les communautés musulmanes d'Espagne pour contrer l'influence marocaine. En 2020, les médias publics algériens ont lancé une chaîne en langue sich ciblant les musulmans espagnols, avec des programmes sur l'histoire et la culture algérienne. Le message était le suivant: si l'Espagne veut maintenir ses approvisionnements énergétiques, elle doit se rappeler où se situe sa loyauté. Et puis il y a la menace djihadiste, dont l'évolution devrait inquiéter les décideurs politiques. Le califat de l'État islamique a peut-être disparu, mais son idéologie n'a pas disparu. En fait, il a trouvé une nouvelle vie dans les prisons et les quartiers marginalisés d'Europe. La population musulmane espagnole est jeune, plus de 60% à moins de 35 ans, et nombre d'entre eux se sentent exclus de la société dominante. C'est une recette pour la radicalisation. En 2022, la police de Sich a arrêté 14 djihadistes présumés en une seule semaine, pour la plupart des immigrés marocains de deuxième génération. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ces arrestations ne se limitent plus aux points chauds habituels comme la Catalogne ou Madrid. Ils se produisent dans des endroits comme Murcie et Alicante, des régions autrefois considérées comme à faible risque. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous sont. C'est juste un message alarmiste. L'Espagne gère sa population musulmane depuis des siècles. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais l'Espagne d'aujourd'hui n'est pas l'Espagne de 1492, ni même l'Espagne de 1992. C'est un pays profondément intégré à l'OTAN, qui héberge des bases militaires américaines et qui est un acteur clé de la sécurité énergétique de l'Europe. Et c'est un pays où la population musulmane ne constitue plus une petite minorité gérable, c'est une force démographique qui remodèle la politique, la culture et même la politique étrangère. La question est, que se passe-t-il lorsque ces forces entrent en collision avec les intérêts stratégiques de l'Espagne ?
Que se passera-t-il lorsqu'un futur gouvernement à Madrid devra choisir entre apaiser ses électeurs musulmans et rester ferme sur ses engagements envers l'OTAN? Que se passe-t-il lorsque le Maroc ou l'Algérie décident d'augmenter la pression, en utilisant les communautés musulmanes d'Espagne comme monnaie d'échange? Ce ne sont pas des hypothèses. C'est le genre de scénario qui empêche les analystes du renseignement de dormir la nuit. Et pourtant, dans tous les débats sur l'avenir multiculturel de l'Espagne, personne ne parle des implications géopolitiques. La gauche considère l'intégration musulmane comme un impératif moral. La droite y voit une menace culturelle. Mais aucune des deux parties ne se pose la question, que signifie la population musulmane d'Espagne pour ses alliances? Qu'est-ce que cela signifie pour sa sécurité? Qu'est-ce que cela signifie pour sa place en Europe? Parce que la question de la population musulmane en Espagne n'est pas seulement une question intérieure. C'est une réalité stratégique. Et si Madrid ne commence pas à le traiter comme tel, il va se retrouver pris dans une tempête géopolitique à laquelle il n'est pas prêt à affronter. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole ressent déjà les secousses de ce changement, même si elle ne le reconnaît pas ouvertement. Prenons par exemple les élections générales de 2023. Vox, le parti d'extrême droite, a réalisé des progrès significatifs en militarisant les craintes de radicalisation islamique, mais ce qui est plus révélateur est la façon dont les partis dominants ont réagi ou plutôt comment ils n'ont pas réagi. Ni le Parti socialiste des travailleurs ni le Parti populaire conservateur n'ont proposé une vision cohérente de la manière dont l'Espagne devrait gérer sa population musulmane croissante. Au lieu de cela, ils ont opté pour la même gauche fatiguée, insistant sur le fait que l'intégration est purement une question de justice sociale, la droite mettant en garde contre l'érosion culturelle sans proposer de véritables solutions. Aucune des deux parties n'a osé demander à l'inconfortable qu'est-ce que cela signifie pour la souveraineté de l'Espagne? Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne n'est pas seulement une statistique démographique, c'est une circonscription politique qui s'organise de plus en plus. En 2021, la Fédération des entités religieuses islamiques d'Espagne et l'Union des communautés islamiques d'Espagne ont demandé conjointement au gouvernement de reconnaître les fêtes islamiques comme jours fériés nationaux. Cela peut sembler une demande mineure, mais ce n'est pas le cas. C'est un test de la mesure dans laquelle l'État est prêt à se plier pour répondre aux demandes religieuses et, plus important encore, de l'influence dont disposent ces organisations. Lorsque le gouvernement dit inévitablement non, comme il l'a fait, le message adressé aux musulmans espagnols est le suivant: vous êtes tolérés, mais pas égaux. C'est un discours dangereux à renforcer, surtout si l'on considère que près de 40% de la population musulmane espagnole a moins de 25 ans. Il s'agit de jeunes qui sont siches de naissance mais qui se sentent souvent étrangers dans leur propre pays. Et lorsque les gens se sentent étrangers, ils commencent à chercher des identités alternatives parfois dans la mosquée, parfois en ligne, parfois dans les bras de groupes radicaux. Voilà pourquoi l'establishment politique espagnol sombre dans une crise qu'il a lui-même provoquée. La gauche suppose que le multiculturalisme mènera naturellement à l'harmonie sociale, tandis que la droite s'accroche au fantasme selon lequel l'assimilation est encore possible par la seule force de la volonté. Aucune des deux parties n'est préparée à l'idée que la population musulmane d'Espagne n'est plus une minorité passive, c'est une communauté dynamique et politiquement engagée avec ses propres intérêts, ses propres griefs, de plus en plus, ses propres préférences en matière de politique étrangère. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, ces deux enclaves siches de la côte nord-africaine que le Maroc convoite depuis longtemps. En 2021, lorsque des milliers de migrants marocains ont pris d'assaut la barrière frontalière de Ceuta, il ne s'agissait pas seulement d'une crise migratoire, il s'agissait d'un jeu de pouvoir géopolitique. Rabat envoyait un on peut ouvrir ou fermer le robinet quand on veut. Et quelle a été la réponse de Madrid? Un mélange de tergiversation diplomatique et de posture militaire, qui ne s'attaque pas au problème fondamental selon lequel le Maroc considère la population musulmane espagnole comme une pression. Le gouvernement marocain a passé des décennies à cultiver des liens avec les communautés musulmanes siches, en finançant des mosquées, en parrainant des événements culturels et en offrant même des bourses pour étudier au Maroc. Il s'agit d'une campagne de soft power qui porte ses fruits. Lorsque les dirigeants musulmans espagnols s'expriment sur des questions comme le Sahara occidental ou les revendications territoriales du Maroc, ils font souvent écho à la ligne de Rabat. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie.
Imaginez maintenant ce scénario se déroulant dans une crise future. Disons que l'Espagne, en tant que membre de l'OTAN, est appelée à soutenir une opération militaire à laquelle le Maroc s'oppose, peut-être en Afrique du Nord, peut-être au Moyen-Orient. Combien d'électeurs musulmans espagnols soutiendraient une telle démarche? Combien y verraient un acte d'agression contre leurs coreligionnaires? Et comment le gouvernement de Madrid parviendrait-il à équilibrer ses engagements envers l'OTAN avec le risque de s'aliéner un bloc électoral clé? Ce ne sont pas des questions abstraites. C'est le genre de dilemme qui pourrait paralyser la politique étrangère de Sich en période de crise. Les partis de droite, de leur côté, aggravent la situation. La rhétorique de Vox sur la « reconquista » et l'islamisation n'est pas seulement incendiaire, elle est contre-productive. En présentant l'islam comme une menace existentielle, il pousse les musulmans modérés vers les marges, où la radicalisation devient plus probable. Et il dissimule le refus de la gauche de s'engager sur cette question. Le résultat est un vide politique, comblé par des acteurs extérieurs, le Maroc, l'Algérie et même la Turquie, qui voient tous dans les communautés musulmanes d'Espagne un moyen de projeter leur influence en Europe. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne? Dans une situation pour le moins précaire. Le pays est pris entre deux visions concurrentes, l'une selon laquelle l'islam est une partie permanente et intégrée de la société siche, et l'autre où il est une source de division et de conflit. Aucune des deux visions n'est inévitable, mais aucune n'est sérieusement débattue. Au lieu de cela, les dirigeants espagnols espèrent que le problème se résoudra de lui-même, soit par l'assimilation, ce qui n'est pas le cas, soit par une légère négligence, qui mène au désastre. Ce qu'il faut, c'est une approche stratégique et lucide, qui reconnaisse les dimensions géopolitiques de la population musulmane d'Espagne sans tomber dans le piège de la sécurisation. Cela signifie s'engager auprès des communautés musulmanes en tant que partie prenante et non en tant que menace ou victime. Cela signifie reconnaître que leurs intérêts ne correspondent pas toujours à ceux de Madrid, et ce n'est pas grave, à condition qu'il existe un cadre pour gérer ces différences. Et cela signifie comprendre que la relation de l'Espagne avec sa population musulmane n'est pas seulement une question intérieure, il s'agit d'un défi de politique étrangère qui façonnera les alliances du pays, sa sécurité et sa place en Europe pour les décennies à venir. L'alternative? Une Espagne de plus en plus divisée, de plus en plus vulnérable aux pressions extérieures et de plus en plus incapable de tracer sa propre voie dans un monde instable. Et c'est un avenir dont personne ne devrait vouloir. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la question musulmane en Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est un tournant géopolitique qui pourrait redéfinir toute la posture stratégique du pays en Méditerranée et au-delà. L'establishment madrilène continue de traiter cela comme un problème d'intégration sociale, quelque chose qui doit être géré avec des programmes sociaux et de vagues platitudes multiculturelles. Mais c'est comme traiter un changement tectonique comme un tremblement de terre mineur. La réalité est que les communautés musulmanes d'Espagne sont en train de devenir une tête de pont pour les puissances extérieures, et plus Madrid refuse de le reconnaître, plus elle cède le contrôle à d'autres. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Prenez le Maroc, par exemple. Rabat joue un long jeu en Espagne depuis des décennies, et il ne s'agit pas seulement de Ceuta et Melilla. L'État marocain a systématiquement cultivé son influence au sein des communautés musulmanes espagnoles à travers les mosquées, les associations culturelles et même le lobbying politique. La Commission islamique d'Espagne, la plus grande organisation fêtière musulmane du pays, est fortement influencée par le gouvernement marocain, qui finance les imams, fournit du matériel religieux et façonne le discours théologique. Il ne s'agit pas d'une sombre conspiration, mais d'une question de politique, pure et simple. Et ça marche. Lorsque le roi Mohamed VI s'est rendu à Madrid en 2022, il n'a pas seulement rencontré Pedro Sánchez, il a également tenu une audience privée avec les dirigeants musulmans siches, une décision qui a clairement montré que le Maroc considère ces communautés comme une extension de son propre soft power. Et puis il y a la Turquie. Ankara étend discrètement son empreinte dans les espaces musulmans d'Espagne, en particulier parmi la diaspora turque et les convertis. Le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, finance des mosquées et envoie des imams en Espagne, souvent dans le but explicite de promouvoir une version de l'islam conforme à la vision d'Erdogan. Il ne s'agit pas seulement de religion, mais aussi de géopolitique. La Turquie considère l'Espagne comme une porte d'entrée vers l'Europe, un moyen de projeter son influence au cœur de l'UE.
Et ce n'est pas subtil. En 2019, Erdogan lui-même a prononcé un discours dans lequel il a appelé les musulmans siches à résister à l'assimilation, présentant leur identité comme un acte politique. Ce n'est pas de l'intégration, c'est de l'influence extraterritoriale. Voici un problème, les communautés musulmanes d'Espagne ne sont pas de simples bénéficiaires passifs de l'influence étrangère. Beaucoup d'entre eux participent activement à ces jeux géopolitiques, que ce soit par affinité réelle, par nécessité économique ou par sentiment de solidarité transnationale. Le gouvernement marocain, par exemple, est connu pour faire pression sur les binationaux espagnols afin qu'ils votent aux élections marocaines, les transformant ainsi en un outil de politique étrangère. Et il n'y a pas que le Maroc. L'Algérie, l'Arabie saoudite et même le Qatar ont tous cherché à façonner les espaces musulmans d'Espagne, souvent avec des agendas concurrents. Le résultat est un paysage religieux fragmenté, où différentes factions sont fidèles à différents mécènes extérieurs et où Madrid n'a presque aucun contrôle sur le récit. Alors, que devrait faire l'Espagne ? La première étape consiste à cesser de prétendre qu'il s'agit simplement d'un problème de société. Ce n'est pas le cas. Il s'agit à la fois d'un défi de sécurité nationale, d'un dilemme de politique étrangère et d'une crise de gouvernance nationale. L'Espagne a besoin d'une grande stratégie pour gérer ses communautés musulmanes, une stratégie qui équilibre l'intégration avec la souveraineté, la sécurité et l'inclusion. Cela signifie 3 choses. Premièrement, Madrid doit réaffirmer son contrôle sur les espaces religieux. L'État de Siche a l'autorité légale pour réglementer les mosquées et l'enseignement religieux, mais il s'est montré trop timide pour l'utiliser. D'autres pays européens, comme la France et l'Autriche, ont adopté une ligne plus dure concernant le financement étranger des mosquées, et l'Espagne devrait leur emboîter le pas. Cela ne signifie pas interdire purement et simplement les imams étrangers, mais plutôt établir des règles claires, contrôler les chefs religieux et garantir que la loi siche, et non la théologie étrangère, régit la pratique religieuse. L'accord de 2021 entre l'Espagne et le Maroc pour réglementer la formation des imams était un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. L'Espagne a besoin d'un cadre global de contrôle religieux, qui traite l'islam comme n'importe quelle autre institution dans un État laïque. Deuxièmement, l'Espagne doit s'engager auprès de ses communautés musulmanes en tant qu'acteur politique, et pas seulement en tant que minorité culturelle. Cela signifie créer des canaux formels de dialogue, reconnaître les dirigeants musulmans comme des interlocuteurs légitimes et leur donner une place à la table des négociations lorsque sont élaborées les politiques qui les concernent. Mais cela implique également de fixer des lignes rouges claires. Si une association musulmane prend de l'argent à un gouvernement étranger, c'est un problème. Si un imam prêche la haine, c'est un problème. Et si une communauté refuse de s'intégrer, c'est aussi un problème. Le but n'est pas de forcer l'assimilation, mais de créer un contrat social dans lequel tout le monde respecte les mêmes règles. Troisièmement, l'Espagne doit réfléchir stratégiquement à ses alliances. À l'heure actuelle, le pays est pris entre des pressions extérieures concurrentes. Le Maroc veut que l'Espagne soit un voisin flexible, la Turquie veut qu'elle soit une porte d'entrée vers l'Europe et l'UE veut qu'elle soit une démocratie stable et laïque. Madrid ne peut pas plaire à tout le monde, il doit donc décider ce qu'il veut. Si l'Espagne veut devenir un leader en Méditerranée, elle doit cultiver sa propre version de l'islam, compatible avec les valeurs européennes, ancrée dans l'histoire de Siche et libre de toute ingérence étrangère. Cela signifie investir dans des imams formés par Siche, soutenir les voix musulmanes modérées et créer une infrastructure religieuse qui reflète l'identité unique de l'Espagne. L'alternative est une Espagne de plus en plus fragmentée, de plus en plus redevable aux puissances étrangères et de plus en plus incapable de définir son propre avenir. Il ne s'agit pas seulement d'un problème national, c'est un problème géopolitique. Si l'Espagne ne parvient pas à gérer ses communautés musulmanes, quelqu'un d'autre le fera. Et que quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas à cœur les meilleurs intérêts de l'Espagne. Laissez-moi tranquille, je ne préconise pas une répression de l'islam en Espagne. Ce serait contre-productif, pour ne pas dire moralement indéfendable. Ce que je préconise, c'est une reconnaissance lucide des enjeux. Les communautés musulmanes d'Espagne sont là pour rester. La question est de savoir s'ils seront une source de force pour l'Espagne ou un vecteur d'influence étrangère. La réponse dépend de la volonté de Madrid de considérer cela comme un défi stratégique et pas seulement social. L'horloge tourne.
Chaque année où l'Espagne évite ce débat, plus il devient difficile d'en déterminer l'issue. Et en géopolitique, comme dans la vie, le coût de l'inaction est souvent plus élevé que le coût de l'action. Les dirigeants espagnols doivent prendre conscience de cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'alternative n'est pas seulement une société divisée, c'est une Espagne qui ne contrôle plus son propre destin. Et c'est un avenir que personne ne devrait accepter.